Cette vidéo arrive après les vidéos de cours sur les espaces vectoriels de dimension finie, cours numéro 2 et cours numéro 3 qui étaient très denses. Alors on va faire une séance de TD assez importante où je vais mettre pas mal de corrigés. Vous pouvez avancer dans la recherche et regarder au fur et à mesure. On va corriger dans cette vidéo les exercices 5 à 12. Allez, commençons avec le 5. Alors, dans cet exercice 5, on travaille dans un K-espace vectoriel E, dont la dimension est n, et on considère un hyperplan de grand E. Alors, je vous ai dit ça dans la petite vidéo d'explication. En dimension finie, ce qu'on appelle un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel de dimension n-1 si E est dimension n. J'ai écrit que H était inclus dans E comme un sous-espace vectoriel, et que sa dimension c'est n-1. On nous demande de considérer un vecteur V qui est dans E privé de H et de montrer que H est en somme directe avec K fois V pour former E. Alors, on va s'occuper d'abord des dimensions. La dimension de H, on l'a. C'est n-1. La dimension de K fois V, eh bien, ma foi, on va se poser la question, mais ça ne peut être soit 0 si V est nul, soit 1 si V n'est pas nul, parce que dans ce cas-là, ça serait une droite vectorielle, on n'aurait pas un vecteur non nul. Mais ici, V, je vous ai écrit V est différent de 0. Et j'ai prévu une parenthèse pour expliquer pourquoi. C'est parce que 0 appartient à H. Tout sous-espace vectoriel contient 0. Et comme V n'est pas dans H, V n'est pas nul. Autrement dit, la dimension de KV, c'est 1. Et si on fait la somme de la dimension de H plus la dimension de KV, on trouve n-1 plus 1, c'est-à-dire n, c'est-à-dire dimension de E. Alors ça c'est important puisque la dimension de H plus la dimension de KV, c'est la dimension de E. Les sous-espaces vectoriels H et la droite vectorielle engendrée par KV ont des sommes de dimensions égales à la dimension de l'espace total. Autrement dit, il ne reste plus qu'à montrer que leur intersection est réduite à 0. Alors, on pourrait bien sûr montrer que leur somme vaut E, c'est-à-dire que tout vecteur de E s'écrit comme un vecteur de H plus un vecteur de KV, mais faisons au plus simple. Montrons que l'intersection est réduite à 0. Alors, je considère un vecteur U appartenant à KV inter H, soit U appartenant à KV inter H. Eh bien, U appartient à KV. Donc, U est de la forme lambda fois V où lambda appartient à K. Alors là, l'idée, c'est de montrer qu'il est nul. Alors, pourquoi il est nul ? Regardez, si lambda, comme V n'est pas nul, il ne peut être nul que si lambda l'est. Alors raisonnons par l'absurde, si lambda n'est pas nul, V serait égal à 1 sur lambda fois U, et comme U est dans H qui est un sous-espace vectoriel, on aurait V appartient à H. C'est faux. C'est faux. Donc lambda égale 0 et V et U aussi. Hop, attention, égale 0. Alors, hop, U égale 0. Donc, on a donc H inter KV c'est le vecteur nul. Alors, entre ça et ça, on en déduit que eh bien, leur somme directe fait E. C'est-à-dire que H est en somme directe avec la droite vectorielle engendrée par V pour former tout E. Et vous voyez, on n'a pas besoin de faire le plus difficile qui est montrer que tout vecteur de E s'écrit comme un élément de H plus
un élément de KV. Alors, à retenir, hein, quand vous avez un hyperplan, ici je travaille comme si l'espace était un espace vectoriel de dimension 3, dès qu'un vecteur n'est pas dans le plan, et donc pas nul, il engendre une droite vectorielle qui est supplémentaire de ce plan. Et c'est vrai, alors en dimension 3 là avec les mains, mais c'est vrai en dimension n. Dès qu'un vecteur n'est pas dans un hyperplan, il engendre une droite vectorielle supplémentaire à cet hyperplan. Alors, passons au 6, cette fois on se met dans R4, et on considère deux sous-espaces vectoriels qu'on a déjà rencontrés. Hein. C'est un exercice qu'on a déjà rencontré, ou presque, dans la feuille précédente, où là on n'était pas en dimension, enfin on ne précisait pas qu'on était en dimension finie. F est la droite vectorielle engendrée par 1, 1, 1, 1, et G est l'ensemble des quadruplés x, y, z, tel que x plus y plus z plus t égale 0 là. La première chose à dire, c'est de dire que c'est un sous-espace vectoriel de R4. Bon, ça commence à devenir une évidence. C'est l'ensemble des solutions d'un système homogène. Et de plus, on va s'intéresser à la dimension. Alors, la dimension de G, c'est 3. Il y a deux façons de l'expliquer. Soit vous dites que c'est l'ensemble, ce que je viens de dire, hein, c'est l'ensemble des solutions d'un système homogène, mais dont le rang est quoi? De rang, il n'y a qu'une équation. Le rang d'un système, c'est le nombre d'équations linéairement indépendantes. De rang 1. Et on est dans R4. On sait que l'ensemble des solutions d'un système homogène de rang 1, c'est un espace vectoriel de dimension nombre d'inconnus, 4 moins le rang 1. Ou alors vous pouvez le donner explicitement en disant par exemple, il y a de multiples façons, vous résolvez par exemple G, c'est l'espace vectoriel engendré par, allez on n'a qu'à mettre moins 1, 1, 0, 0, puis moins 1, 0, 1, 0, 0, puis moins 1, 0, 0, 0, 1. Là, j'ai pris en fait implicitement t comme paramètre. Et vous voyez que je trouve trois vecteurs, alors qui sont à peu près clairement, regardez, ces trois vecteurs sont à peu près clairement formant une famille libre, et ils engendrent G. Alors, eh bien, on a tout ce qu'il faut, hein. Puisque ici, il suffit de constater que 1, 1, 1, 1 n'appartient pas à G. Donc, et G est un hyperplan de R4. Conclusion. D'après l'exercice précédent, d'après le résultat ci-dessus, bon, qui est un classique, vous pouvez le citer, hein, de l'exercice 5, ça y est, c'est fini. L'exercice 5, on a G étant somme directe avec R fois 1, 1, 1, 1 pour former R4, c'est-à-dire G est en somme directe avec F pour former R4. Alors, vous pouvez donner directement, dire qu'un vecteur comme ça qui n'est pas dans un hyperplan, donc G est un hyperplan, hop, et celui-là n'est pas dedans. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant, hein, tout de suite. Alors, dans l'exercice 7, maintenant, on nous donne deux hyperplans de E, dont on précise que c'est un espace vectoriel de dimension n. Alors, on a donc dimension de H1 égale dimension de H2 égale n-1, puisque ce sont des hyperplans. De plus, on nous dit que H1 et H2 sont distincts.
Le but est de trouver la dimension de l'intersection, H1 inter H2. Et je vous avais dit dans les indications d'utiliser un vecteur qui existe, bien sûr, un vecteur V qui est dans H1 sans être dans H2. Alors, V appartient bien sûr à E, privé de H2. Alors, en quoi ça va nous aider à montrer la première étape, c'est-à-dire que E est la somme de H1 et H2? Eh bien, en utilisant encore une fois l'exercice 5, d'après l'exercice 5, alors qu'est-ce qu'on a? E est la somme directe de la droite vectorielle engendrée par V avec H2. Je répète, H2 est un hyperplan, V est un vecteur qui n'est pas dans cet hyperplan, donc la droite vectorielle engendrée par V est en somme directe avec H2 pour former E. En particulier, le fait que la somme directe c'est pas très important, c'est surtout que tout vecteur de V peut s'écrire comme tout vecteur de E, pardon, peut s'écrire comme un multiple de V et un élément de H2. Mais comme KV est inclus dans H1, oui, un V, il est dans H1, donc tous ces multiples sont là. Qu'est-ce qu'on a? On a E égale H1 plus H2. Alors, ça, c'était la première chose qui était demandée. Bon, si vous voulez détailler, vous pouvez écrire E égale pour X appartenant à E, vous écrivez X égale lambda fois V plus X2, ceci appartient à H2 et ceci appartient à H1. Pourquoi ça appartient à H1? Parce que V appartient à H. Hop, ça c'est l'explication de ce E égale H1 plus H2. Alors, revenons au problème qui est de trouver la dimension de l'intersection. Et pour ça, on dispose de la formule qui donne la dimension d'une somme en fonction de la dimension de chaque espace et de celui de leur intersection. Je vous la rappelle, formule dite de Grassmann, H1 plus dimension de H1 plus H2 égale dimension de H1 plus dimension de H2 moins dimension de H1 inter H2. Mais on a pas mal d'informations, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la dimension de E, puisque H1 plus H2, c'est E, donc ça fait N. Ça fait N-1. Ça fait N-1. Donc, la dimension de H1 inter H2, c'est 2 fois N-1 le tout moins N. Ça fait bien N-2. Je le mets en dessous parce que c'est ce que l'on voulait. H1 inter H2 égale N-2. Voilà. Autrement dit, hop, la dimension de l'intersection de deux hyperplans distincts, c'est dimension de l'espace moins 2. Regardez dans l'espace courant, si je prends deux hyperplans, c'est-à-dire deux plans, ce plan dimension 2, celui-là dimension 2, s'ils sont distincts, leur intersection, c'est une droite vectorielle qui est de dimension 1. Et 1, c'est 3, dimension de l'espace, moins 2. Voilà pour cet exercice qui est encore utilisé, l'exercice 5. Alors, dans les exercices 8, 9 et 10, il sera question, en tout cas, soit implicitement, soit explicitement, du rang de famille de vecteurs.
Alors, dans l'exercice 8, maintenant, on se place dans R4 et on considère 5 vecteurs notés A, B, C, D, E, dont je vous ai mis ici les composantes sous forme de matrice colonne. On considère 2 sous-espaces vectoriels, F qui est celui engendré par ABC, et G qui est celui engendré par D et E. Alors, commençons par ce dernier, parce que, bon, c'est la dimension qu'on veut, hein. Alors, la dimension de G, elle est assez claire. Regardez, quand il y a 2 vecteurs, on voit tout de suite si oui ou non ils sont collinaires. Ici, les 2 colonnes ne sont pas proportionnelles, donc D et E ne sont pas collinaires. La famille DE est libre. De plus, G, c'est l'espace vectoriel engendré par DE, donc la famille DE est génératrice de G. Libre et génératrice, ça veut dire que c'est une base. Autrement dit, et comme elle comporte 2 éléments, la dimension de G, c'est 2. Voilà qui nous donne un premier résultat. Alors, quand il y a 3 vecteurs, c'est plus délicat de savoir s'ils forment une famille libre ou non. Alors, vous voyez qu'ici, on peut dire que la dimension de F, qui est l'espace vectoriel engendré par ABC, c'est le rang de ABC. On pourrait utiliser une méthode matricielle, mais je vous avais demandé de chercher cet exercice avant d'introduire la notion de rang. On va le faire donc sans utiliser le rang. On fera des remarques sur le rang, mais sans utiliser le rang, regardez déjà, par contre, comme tout à l'heure, autant pour 3, c'est pas évident de savoir s'ils sont linéairement liés. Pour 2, oui. Vous voyez que les 2 premières colonnes ne sont pas proportionnelles, donc A et B ne sont pas collinaires. On fait le même raisonnement qu'au-dessus. Petit AB forme une famille libre, et F, c'est espace vectoriel engendré par ABC. Alors, on ne peut pas conclure tout de suite à la dimension de F, mais par contre, on sait que c'est soit 2, soit 3, parce que c'est plus petit que... C'est plus grand que 2 parce que AB est une famille libre, et c'est plus petit que 3 parce que ABC est une famille génératrice. Hein, je vous rappelle que la dimension, c'est le nombre de vecteurs d'une base. C'est plus grand que le nombre de vecteurs des familles libres, donc ici c'est plus grand que 2, et plus petit que le nombre de vecteurs des familles génératrices, donc plus petit que 3. C'est soit 2, soit 3. De plus, avec... Quand est-ce que la dimension de F sera... Alors, ça sera 2 si C est une combinaison linéaire de AB, c'est-à-dire si AB non seulement est libre, mais génératrice. Et ça sera 3 si et seulement si C n'est pas dans l'espace vectoriel, n'est pas une combinaison linéaire de AB. Dans ce cas-là, C... pourra être rajouté à AB pour former une famille libre. Cette famille ABC sera à la fois génératrice et libre. Ça sera une base. Bon, ça veut dire que le rang de ABC, c'est soit 2, soit 3, et qu'il suffit de savoir si C est combinaison linéaire de AB. Mais essayons de voir si c'est le cas. Prenons lambda et mu appartenant à R carré. On a les équivalences suivantes. Lambda fois A plus, je vais l'écrire là, lambda fois A plus mu fois B égale C. Si et seulement si un système arrive qui est, alors lambda fois A, ça fait lambda plus mu 2, lambda plus mu 3, lambda plus mu 4, lambda plus 3 mu égale les coordonnées de C qui sont 2, 1, 1, 1. Alors, voilà un système de 4 équations à 2 inconnues. Vous remarquez que les 2 premières nous donnent déjà lambda et mu. Si on fait ça moins ça, là, ça moins ça, là, on a lambda égale moins 1, et donc mu égale lambda égale moins 1, donc mu égale 3. Et ben ça, c'est pas compatible. Hein. Regardez ça, les 2 premières lignes impliquent lambda égale moins 1, mu égale 3, et ça, c'est incompatible. Incompatible. Autrement dit, C n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par
AB. Et donc, la dimension de F, je vous le mets là, la dimension de F, c'est 3. Donc, une remarque, c'était que ABC est libre. Hein. Remarque, ABC est libre. Et avec la notion de rang, le rang de ABC est maximal. Le rang de ABC, par définition, c'est la dimension de F1. Donc, ici, c'est maximal parce que la famille est libre. Alors, voilà pour la dimension de F et G. On doit ensuite trouver la dimension de F plus G et de F inter G. Alors, on va commencer par F plus G. Hein. F plus G, qu'est-ce que c'est que F plus G? C'est... Ben, je vais l'écrire, mais ça va être l'espace vectoriel engendré par les 5 vecteurs qui sont là. Alors, je reprends l'exercice 8 avec la détermination de la dimension de F plus G. Alors, F plus G, c'est l'espace vectoriel engendré par ABC, ça c'est F, plus l'espace vectoriel engendré par D et E, ça c'est G. Il faut se souvenir que c'est tout vecteur qui s'écrit comme une combinaison linéaire de ABC plus une combinaison linéaire de D et E. Mais une combinaison linéaire de ABC plus une combinaison linéaire de DE, c'est une combinaison linéaire de ABCDE. Autrement dit, F plus G, c'est l'espace vectoriel engendré par ABCDE. Une petite remarque ici, la dimension de F plus G, ce que l'on cherche, ça s'appelle le rang de A, B, C, D et E. Mais bon, encore une fois, je répète, je vous ai demandé de chercher l'exercice sans utiliser à l'époque la notion de rang. On disposerait d'une méthode matricielle, hein, qu'on verra dans les exercices à venir. Bon, ce que l'on sait par contre, c'est que c'est F est dans F plus G. Ah oui, je vous rappelle que F est toujours à l'intérieur de F plus G, comme G d'ailleurs. Hein. Tout vecteur de F s'écrit X plus 0, donc il est dans F plus G. Et F plus G est inclus dans R4. Donc la dimension de F plus G, il n'y a pas le choix. La plus petite possible, c'est la dimension de F, c'est 3, et la plus grande possible, c'est la dimension de R4, c'est 4. Autrement dit, c'est 3, 4. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, par exemple, est-ce que soit D, soit E est dans l'espace vectoriel engendré par ABC? Alors, s'ils le sont tous les deux dans l'espace vectoriel, si D et E sont tous les deux, la famille génératrice sera simplement ABC, et le rang sera, la dimension de F plus G sera 3. S'il y en a un seul des deux qui n'est pas dans l'espace vectoriel, vous voyez que la famille, si c'est D par exemple, formée par A, B, C, D, sera libre, et la dimension sera plus grande que 4. Mais comme F plus G dans R4, ça peut être dans ces cas-là, ça ne peut être dans ces cas-là que 4. Alors, je sais pas, essayons de répondre à la question, est-ce que D appartient à un point d'interrogation avec... Bon, c'est pas joli hein, comme formule, mais ABC. Par exemple, on aurait pu essayer pour E. Alors, pour qu'est-ce qu'on va prendre? Alpha, bêta, gamma appartenant à R3. Je vais écrire l'équation, enfin l'égalité plutôt, alpha A plus bêta B plus gamma C égale D. Alors ça équivaut à un système, il faut que je regarde les coordonnées de ABC. Alors ça fait alpha, 2 alpha, 3 alpha, 4 alpha. Si on regarde les coordonnées de B, ça fait bêta, 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 3 bêta. Si on regarde les coordonnées de C, ça fait 2 gamma, 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 gamma. Et ça doit être égal aux coordonnées de D qui sont moins 1, 0, moins 1 et 2. Alors, on peut échelonner ce système pour voir s'il a des solutions. Alpha plus bêta plus 2 gamma
égale moins 1. Ça, moins 2 fois ça, donc ici, par exemple, moins bêta. Ça, moins 2 fois ça, donc moins 3 gamma. Et 0, ici, ça fait 2, c'est ça, oui. Hop. Alors là, ligne 3, moins 3, ligne 1, il n'y a plus de alpha. Ici, moins 2 bêta. Moins 4, donc ça fait à nouveau moins 5, c'est ça? Alors ici, moins 4. Ici, je fais ça, moins 3 fois ça, donc ça, moins 6, oui, ça fait moins 5 gamma égale moins 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait 2. Et la dernière ligne, c'est, alors, celle-là, on va faire 4 fois celle-là. 3 bêta, moins 4 fois bêta, ça fait bêta. Ici, gamma, moins 8 fois gamma, ça fait moins 7 gamma, pour finalement faire 2 tout en bas. Ça fait 6, c'est ça? 2, oui. Ça fait 6. Alors, reste à voir si ce système est... alors on peut continuer l'échelonnement. Allez, alpha plus bêta plus 2 gamma égale moins 1. Ici, moins bêta moins 3 gamma égale 2. Je fais celle-là, L3 plus 2 fois celle-là. Celle-là plus 2 fois celle-là, donc ça fait gamma égale... gamma égale moins 2. J'ai fait celle-là, moins 2 fois celle-là, celle-là, donc ici ça fait, il n'y a plus de bêta, celle-là, moins 2 fois celle-là, ah non, oui c'est ça, celle-là, moins 2, oui c'est bon, et enfin la dernière, alors ça fait ça, moins ça, donc là il n'y a plus de bêta, et ça, moins ça, alors c'est là que tout va se jouer en fait, hein, pour voir si le système est compatible, donc on fait L4 moins L2, moins 7, moins 3, ça fait moins 4 gamma. Et ici, ça, moins ça, 6, moins 2, ça fait 4. Ah, ben ça, c'est pas du tout compatible, incompatible. Incompatible. Alors, la conclusion, c'est que, eh bien, D n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par ABC. On peut dire que ABCD est libre. Oui, je vous rappelle qu'on sait déjà que ABC est libre. Et si on ajoute à une famille libre un vecteur qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par ceci, ça fait encore une famille libre. Alors, ça veut dire que le rang est plus grand que 3. Alors, il ne peut pas être plus grand que 4, donc il sera égal à 4. Et la dimension de f plus g, c'est 4. Hop, dimension de f plus g égale 4. Une petite remarque, ici, c'est que f plus g, c'est E. Et d'autre part, pourquoi c'est E? Parce que c'est inclus dans E, c'est R4, hein, je m'entends. L'espace total. F plus G égale R4. Et c'est inclus dans R4 et ça a la même dimension que R4. Donc c'est... Et puis le rang de A, B, C, D, E, c'est donc 4 aussi. Et en fait, ABCDE forme, ABCD forme une base de R4. Alors là, sans même calculer, on sait que ces 5 vecteurs sont liés. Hein. Vous savez, 5 vecteurs en dimension 4 forment forcément une famille liée. Comme on sait que les 4 premiers forment une famille libre, en fait, on peut affirmer que E est une combinaison linéaire de ABCD. Ce serait trop long de la chercher et inutile. La théorie de la dimension dit que cette combinaison linéaire, elle existe forcément. Bon, alors on a la dimension de f, la dimension de g, celle de f plus g, il n'y a plus qu'à terminer l'exercice pour trouver l'intersection, enfin la dimension de l'intersection.
Alors, voilà la fin de l'exercice 8. J'ai repris la formule usuelle, la dimension de f plus g. Au passage, f plus g, c'est R4. Hein. C'est donc 4, égale dimension de f qui vaut 3, plus dimension de g qui vaut 2, moins dimension de l'intersection. On trouve donc dimension de l'intersection, f inter g, égale 1. Finalement, vous voyez, f inter g, c'est une droite vectorielle. Alors, heureusement, on ne nous demande pas de trouver le vecteur qui l'engendre. En tout cas, un vecteur qui l'engendre, mais juste la dimension. Enfin, néanmoins, là, on peut affirmer que f inter g est engendré par un vecteur non nul. Alors, on peut passer au 9, où cette fois on nous donne 3 vecteurs, u égale 1, 2, 3, oui, v égale moins 5, 8, 0, d'accord, et w égale moins 1, 4, 2. Alors, ce qui n'était que des remarques dans les exercices précédents, devient ici l'objet de l'exercice, déterminer le rang de la famille UVW. Alors, j'ai fait des remarques ci-dessus. Donc là, vous avez dû comprendre hein, que c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par U, V et W. Ça, c'est la définition. Vous voyez que ça ne peut pas être plus de 3, puisque à la fois UVW sont 3 vecteurs, et on est dans R3. Je rappelle que le rang d'une famille de vecteurs, c'est à la fois plus petit que le nombre de vecteurs, et égal au nombre de vecteurs si la famille est libre, et plus petit que la dimension de l'espace, et égal d'ailleurs à la dimension de l'espace si et seulement si la famille est génératrice. Alors, première idée, faire comme avant, voir que UV est libre. Donc le rang de UVW, c'est soit 2, soit 3. Et ensuite, voir si W appartient à l'espace vectoriel engendré par UV. Alors, je ne le fais pas parce que là, ça ferait furieusement comme dans l'exercice précédent. Non, on va plutôt utiliser, alors c'est d'ailleurs ce que je vous avais donné en indication, la méthode matricielle. Alors, on note, deuxième idée, méthode... Bon, elle est très efficace, hop, et presque indispensable à partir d'un certain nombre de composantes. Hein. Alors, l'idée, c'est la suivante. On note bêta, la base canonique de R3. Bon, je vous rappelle, ça c'est bêta, vaut 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et on pose. Alors, matrice MAT dans la base bêta des vecteurs U, V, W égale. Alors, ici les coordonnées de U. Et les coordonnées de U dans la base canonique, c'est 1, 2, 3. Ici, les coordonnées de V, mais dans la base canonique, c'est moins 5, 8, 0. Et les coordonnées de W, moins 1, 4, 2. Et appelons ça, par exemple, allez, M, matrice. Alors, l'idée est de dire que le rang de UVW, c'est le nombre de colonnes linéairement indépendantes de M qu'on va obtenir en échelonnant M par colonne. Allez. Alors, j'ai réécrit la matrice M, qui est la matrice dans la base bêta des vecteurs UVW. Bêta, c'est la base canonique. Alors, regardez, j'ai préparé mon pivot de Gauss par colonne en utilisant la première colonne. Pour éliminer le moins 5 et le moins 1, j'ai prévu C2 plus 5 C1. Et pour éliminer le moins 1, là, c'est 3 plus C1. Alors, allons-y. Donc ici, il y a bien 0. Ici, 18. Et ici, 0 plus 3 fois ici, il vient 15. Ici, il vient 0. Ici, il vient 6. Et là, il vient 5. Alors, bon, regardez, les deux dernières colonnes sont proportionnelles. Hein. Celle-là, c'est 3 fois celle-là. Alors,
Bon, je finis pas ici avec, je dis simplement équivaut par colonne, donc on va garder la première, là. 1, 2, 3. On va garder par exemple, je sais pas, 1, 6, 5, 0, 6, 5, pardon, 1, 6, 5, bien sûr, 0, 6, 5, qui me paraît la plus simple. Et puis, une fois gardé celle-là, donc mis en deuxième position, celle-là, c'est 3 fois celle-là. Donc, cette colonne moins 3 fois celle-là, ça va faire 0, 0, 0. Bon, vous voyez que, tac, 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 le rang on en déduit que le rang est le nombre de pivots. Hein. Ici, l'échelonnement n'a fourni que 2 pivots. Et donc, on en déduit que le rang de UVW, c'est 2. Une remarque. Finalement, si on revient à la première idée, comme UV était une famille libre, et si le rang de UVW c'est 2, ça veut dire que W est combinaison linéaire. Je vais écrire appartient à vecte de U et V. Là encore, on pourrait le chercher, mais c'est assuré. Juste une petite explication sur le fait que cela conserve le rang. Regardez, l'idée, c'est que le rang de UVW est conservé quand on... Alors regardez ce qu'on a fait ici, là. C2, donc C2 c'est le rang de... J'ai dit, le rang de la matrice associée à ça, c'est le rang de UVW. Et on a dit que c'était le rang de la matrice associée à ça. En effet, pour passer de là à là, regardez, on a fait C2 remplacé par C2 plus 5C1. Donc ici, c'est comme si j'avais écrit le rang de U, virgule, V plus 5U. Et puis ensuite, ici, W plus U. Alors ça, c'est vrai, hein. On a vu que le rang était inchangé par opération élémentaire, en particulier par opération sur le pivot de Gauss. Et puis finalement, ici, après notre deuxième petite manipulation, on a gardé la dernière colonne, ça c'est W plus U. Et puis la troisième colonne étant une combinaison linéaire des deux, hop, ça fait 0. Et donc ça fait 2. Hop. Voilà pour l'explication. Alors, vous voyez qu'en dimension 3, on a encore un peu le choix, on peut bricoler pour trouver le rang, j'entends. En dimension 4, comme c'est le cas dans l'exercice d'après, il faut, à mon avis, absolument passer par la méthode matricielle, ce que l'on va faire tout de suite. Alors, exercice 10, cette fois, calcul de rang dans R4, on donne 5 vecteurs U1, U2, U3, U4, U5, et on demande de calculer le rang de la famille des UJ pour J variant entre 1 et 5. J'ai encore nommé bêta la base canonique, mais cette fois de R4, et j'ai écrit la matrice de la famille des UJ pour J allant de 1 à 5. Alors vous voyez, j'ai bien pris les coordonnées, là, 2, 3, 5, 0, 1, 4, 0, 1, moins 1, moins 3, moins 1, 1, 1, 5, moins 1, 3, et 3, 6, moins 9. Alors, j'ai préparé le calcul. On va échelonner M par colonne. Regardez, je vais choisir ici 1 comme premier pivot, après l'échange de C1 et C2. Donc, si on prépare nos opérations élémentaires, on va remplacer C2 par C2 moins 2C1. C3 par C2 plus C1, C4 par C4 moins C1 et C5 par C5 moins 3C1. Alors, on va trouver ici 1, 4, 0, 1, ici on va trouver 0, 0, c'est fait pour ça, 1, 2, 3, il y a 4 0 là, 0, 0, 0,
0. Alors, j'ai préparé mon petit calcul. Voilà, pour... attention, j'ai oublié un moins 9 là par contre. Ça serait embêtant. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Alors, j'ai préparé mon petit calcul pour éviter de perdre du temps. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve moins 5, 5, moins 2. On trouve 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 2. Et moins 6, 6 et 12. Alors, maintenant il faut interpréter. Remarquez que on a déjà deux colonnes égales. Donc là, c'est comme si après des combinaisons linéaires sur les vecteurs, on en avait deux égaux. Mais deux égaux dans une famille, c'est comme s'il n'y en avait qu'un pour le rang. Attention. Hein, pour l'espace vectoriel engendré. Pas pour la liberté, par exemple. Mais pour la génération, oui, bien sûr. D'autre part, est-ce que vous voyez que celle-là, là, c'est moins 6 fois celle-là. Attendez, j'ai bien écrit mon petit calcul comme il faut. Non, tout va bien. Je me suis trompé en recopiant, heureusement. Parce que j'allais dire, ça allait être pénible la fin. Hop, c'est moins 12. Autrement dit, la dernière colonne, c'est moins 6 fois celle-là. Autrement dit, on a déjà, en gardant par exemple celle-ci, en faisant celle-là moins celle-là, et celle-là plus 6 fois celle-là, on a déjà, alors, équivaut par colonne à 1, 4, 0, 1, 0. Alors je vais mettre d'abord celle que j'ai utilisée là pour faire le dernier. Je la mets d'abord pour faire le pivot avec elle. 1, moins 1, 2. Ici, il y a celle que j'ai pas touchée. Ici, c'est moins 5, 5, moins 2. En revanche, les deux dernières sont nulles. Hop, 0, 0, 0, 0. Alors, maintenant, ça, finalement, ça équivaut là. On va faire C3 remplacé par C3. Plus 5 C2. 5 C2, et ben C2. Hop, 5 C2. Et on trouve 1, 4, 0, 1, 0, 1, moins 1, 2. Alors ici, 0, 0, c'est là que ça va jouer. Non, ça fait pas 0. Ça fait 8. Et puis les deux dernières sont nulles. Alors, vous voyez que ici, ça c'est bien échelonné par colonne et que des pivots, il y en a 3. Alors, on en déduit que le rang de notre famille des UJ pour 1 plus petit que J plus petit que 5, c'est 3. Hop. Alors, il y a dans l'espace vectoriel engendré par ces 5 vecteurs, en fait, est de dimension 3. Donc, je répète, ces histoires de rang, bon, c'est pas passionnant à faire, il faut savoir faire, il faut surtout avoir compris pourquoi le fait de faire des opérations élémentaires sur les colonnes ne change pas le rang, et ça c'est ce qu'on a vu dans le cours. Alors, on va passer maintenant aux exercices sur les applications linéaires. Je vais corriger les deux premiers, puis je vous laisserai chercher ce week-end, parce que à l'heure où je parle, là, c'est vendredi, je vous laisserai chercher les suivants. Alors, passons à l'exercice 11. On nous donne une fonction, une application qui va de R4 dans R3 et qui au quadruple X, Y, Z, T associe le triplet qui est décrit ici. Alors, attention, vous voyez bien que c'est une application linéaire. F appartient à L de R4 dans R3, puisque ça, en fait, bon, il y a deux façons de le dire. Chaque coordonnée image
est de la forme ax plus by plus cz plus t. Et on a vu que ça c'était une application linéaire. Ou bien tout simplement ça c'est de la forme a facteur de x, y, z, t, où a est la matrice associée à cette application linéaire, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1, 3, 5, 1, 5, 9 et 1, 7, 13. Donc j'ai bien sûr f appartient à linéaire de R4 dans R3. Alors on nous demande de déterminer l'image et le noyau. Prenons qui égale x, y, z, t appartenant à R4. Un petit rappel. Qui est dans le noyau de petit f, si et seulement si f, son image, f de qui est le 0 de R3, autrement dit 0, 0, 0, c'est-à-dire si et seulement si le système suivant est réalisé, x plus y plus z plus t égale 0, x plus 3y plus 5z plus 7t égale 0, et x plus 5y plus 9z plus 13t égale 0, ce qui a lieu si et seulement si. Alors, bon, vous pouvez aussi utiliser la matrice associé à A et l'échelonner à partir de là. Vous voyez que comme le système est homogène, c'est pas la peine de prendre la matrice augmentée qui aurait une dernière colonne nulle. Bon, ici on peut y aller directement avec les inconnus si vous voulez. On garde la première ligne, x plus y plus z plus t égale 0. Là on fait la seconde, L2 remplacée par L2 moins L1. Il vient 2y plus 4z plus 6t égale 0, idem L3 remplacé par L3 moins L1, il vient 4y plus 8z plus 12t, ce qui équivaut finalement à... vous voyez que les deux lignes sont... Ici, les deux dernières lignes sont les mêmes. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire... alors, la dernière ligne ne sert à rien. Et je vais écrire y égale... Alors, après, division par 2, y égale moins 2z moins 3t. Et x égale moins t. Alors, moins y moins z moins t. Alors ben ça nous donne par exemple le noyau. J'efface un petit peu là et je reviens tout de suite. Ah voilà, j'ai effacé ici, j'en ai profité, donc je réécris ma condition nécessaire et suffisante pour que x, y, z, t soit dans le noyau. Attention ici, c'est appartient au noyau, appartient à un noyau de f, si et seulement si cette condition est réalisée. J'en ai profité pour calculer moins y, moins z, moins t, c'est z plus 2t. On en déduit, alors par exemple, vous voyez que le système il est résolu, hein, on peut prendre z et t, j'ai pris ici z et t comme paramètre, donc on en déduit que le noyau de petit f, c'est, en prenant donc z et t comme paramètre, l'espace vectoriel engendré par 1, moins 2, 1, 0 d'une part, et d'autre part, si je mets 0 et 1, ici il y a 2 et moins 3. Alors, et ben voilà, un premier calcul qui donne le noyau. Une remarque immédiatement, c'est que ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels. Autrement dit, la dimension du noyau de petit f, c'est 2. Que dit le théorème du rang? Le théorème du
Bon, assure alors la dimension de l'image de petit f, c'est la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire 4, moins la dimension du noyau. Ça fait 2. Hein, je vous rappelle que ça, c'est le rang. Donc, rang plus dimension du noyau égale dimension de l'espace de départ. Autrement dit, la dimension de l'image de f, ça va être 2. D'autre part, regardez, l'image de f est engendrée par 2 plus, donc image de f, image de petit f, c'est l'espace vectoriel engendré par les images par f de vecteurs, alors 1, 0, 0, 0, hein, l'image de 1, 0, 0, 0, là, je ne sais pas s'il faut que je l'écrive, mais regardez, la base canonique de R4 c'est 1, 0, 0, 0, et son image c'est 1, 1, 1. Moi j'écris quand même. Ça fait f de, ouvrez la parenthèse, c'est un peu long, hein, 1, 0, 0, 0, virgule f de, ouvrez la parenthèse, 0, 1, 0, 0, virgule f de, ouvrez la parenthèse, 0, 0, 1, 0, et enfin, fermez la parenthèse, 0, 0, 0, 1. Hop. Bon, ben alors là, je reviens et je réefface et je termine vraiment. Alors voilà, après ce petit coup d'éponge, j'en étais à écrire image de f égale l'espace vectoriel engendré par un certain nombre de vecteurs qui sont l'image des vecteurs d'une base. Mais évidemment, j'ai pris la base canonique. Alors ça, regardez, dans ce type d'application comme ça, qui est associée à une matrice, ça sera toujours comme ça. L'image de 1, 0, 0, 0, c'est 1, 1, 1. L'image de 0, 1, 0, 0, c'est 1, 3, 5. L'image de 0, 0, 1, 0, c'est 1, 5, 9. Et l'image de 0, 0, 0, 1, c'est 1, 7, 13. Ça, c'est important à comprendre. Dans toutes les applications linéaires de Rn dans RP, associées à une matrice, l'image est engendrée par les colonnes de la matrice. Pourquoi ? Parce que les colonnes sont respectivement l'image des vecteurs de la base canonique de l'ensemble de départ. Or, on sait que la dimension de l'image de f, c'est-à-dire le rang de f, égale 2. Alors, on en déduit que, au choix, là, on en déduit que toute famille libre de 2 vecteurs de l'image de f forme une base de cette image. Alors, il suffit d'en prendre 2 qui sont non collinaires. Les 2 premiers nous suffisent. Par exemple, image de f égale l'espace vectoriel engendré par 1, 1, 1 et 1, 3, 5. Ceux-là, ils sont forcément combinaisons linéaires de ces deux-là, puisque le rang de f, c'est le rang de ces 4 vecteurs, c'est 2. Donc, et si les 2 premiers sont libres, les 2 deuxièmes, les troisième et quatrième sont combinaisons linéaires des 2 premiers. C'est pas la peine de chercher quelle combinaison linéaire. Ça suffit pour... le fait qu'on connaisse par avance le rang nous assure que ces 4 vecteurs n'engendrent qu'un espace de dimension 2. Tout comme les 2 premiers, autrement dit, les 2 premiers sont générateurs et les 2 derniers sont combinaisons linéaires des 2 premiers. Alors, à retenir, avec ces applications de ce type, déterminer le noyau, c'est résoudre le système homogène associé. Et pour déterminer l'image, n'essayez pas de trouver des conditions sur ABC pour qu'il existe x, y, z, t, tel que ça soit A, B, C, D. Je vous conseille vraiment d'utiliser le fait que l'image est l'espace vectoriel engendré par l'image d'une base. Et prendre la base la plus simple possible, c'est prendre la base canonique de R4 au départ.
Voilà pour cet exercice, donc on termine avec le 12. Alors, dans l'exercice 12, on considère une application de Rn de x dans Rn-1 de x. Je vous rappelle que ça, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur à n, et ça, l'ensemble des polynômes de degré inférieur à n-1. Alors, la notation était p de x. Ici, évidemment, ça veut dire p. Hein. Vous savez, donc là, c'est la composée. Hein, ici, on met toujours p. Donc ici, le fait que p soit la composée indique que ça, c'est des composés. Autrement dit, une autre façon d'écrire cette application était P rond x plus 1 moins P. Je vais enlever ces parenthèses un peu longues là. Hop. C'était bien sûr de la composition. Une autre façon de comprendre, ça aurait rien voulu dire sinon. Et ici, le fait, bon, ici, même si le x avait été une erreur, ici, si ça avait été de la multiplication, le degré de p fois x plus 1 moins le degré de p n'aurait pas été inférieur ou égal à n-1. Donc c'est forcément de la composition. Petit a, montrer que cette application est linéaire et surjective. Alors la linéarité, ça c'est à peu près clair. Bon, pour lambda mu appartenant à R carré, P1 P2 appartenant à Rn de x, vous pouvez dire que lambda P1 plus mu P2 rond x plus 1, ça c'est lambda facteur de P1 rond x plus 1 plus mu fois P2 rond x plus 1, donc l'application qui a x associe p rond x plus 1 est linéaire. De plus, l'application, attention, pas x ici, bien sûr, p, excusez-moi, p, hop. De plus, ça c'est p donne p, hein. P donne moins P et linéaire. Donc, alors, phi est linéaire. Alors, pour montrer qu'elle est surjective, là encore, comme dans l'exercice précédent, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser une base du départ. Qu'est-ce que c'est que Rn de x? C'est l'espace vectoriel engendré par 1 x carré jusqu'à x exposant n. Bon, on peut prendre une famille génératrice, mais en plus, bon là, elle est libre, hein, donc c'est une base. Alors, l'idée, c'est de montrer que l'image de phi, c'est tout Rn-1. Pour l'instant, la définition, c'est que c'est phi de l'image directe de Rn de x, et ça, c'est donc l'espace vectoriel engendré par phi de 1, phi de x, phi de x carré jusqu'à 3 petits points, phi de xn. Alors, ça encore, c'est en dimension finie, il faut s'y habituer. C'est pratiquement tout le temps comme ça qu'on détermine l'image, en utilisant une base de l'ensemble de départ. Dans la dernière vidéo de cours, vous savez qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image qu'elle donne des vecteurs de base. Donc, extrêmement souvent, on est amené à calculer l'image des vecteurs de base. Alors, la base en question, vous pouvez la choisir quelconque. Mais là, je l'ai prise canonique. D'accord ? Donc, il va falloir calculer ces images successives. On fait ça tout de suite de l'autre côté du tableau. Alors, nous revoilà avec notre application phi qui va de Rn de x dans Rn de x et qui a P associe P rond x plus 1 moins P. Alors, on avait décidé de calculer les images des vecteurs de base. Phi de 1, c'est alors 1 rond x plus 1, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0.
phi de x, x moins x plus 1, ça fait x plus 1, moins x, ça fait 1, phi de x carré, c'est x carré moins x plus 1, ça fait x plus 1 le tout au carré moins x carré. Ça, si je l'écris suivant les puissances croissantes, ça fait 1 plus 2x. Bon, vous avez compris le principe. Phi de x3 égale x plus 1 le tout au cube moins x cube. Si je l'écris suivant les puissances croissantes, c'est 1 plus 3x plus 3x carré. Il manque juste le cube qui a été enlevé là. Pour P, on va écrire pour 1 plus petit que P plus petit que N. Phi de x exposant P, c'est x plus 1 exposant P moins x exposant P, et c'est avec la formule du binôme la somme pour k égale 0 jusqu'à, alors on va s'arrêter à P moins 1 des k parmi P, facteur de x exposant k. Et une remarque, ça appartient bien à Rn. Ben, si ça, regardez, si x exposant P évidemment est de degré P, ça c'est de degré P moins 1. Une remarque importante. Quel que soit x, je le mets ici, c'est bon, quel que soit P appartenant à 1 jusqu'à n, le degré de phi de x exposant P, c'est P moins 1. Et donc phi, eh bien, a valeur dans Rn-1 de x. De plus, alors, la famille de plus, image de petit f, on avait vu que c'est l'espace vectoriel engendré par la famille image. Alors, bon, phi de 1 ne sert à rien, hein. Phi de 1 ne sert à rien puisque phi de 1 est nul et 0 n'engendre rien par combinaison linéaire. Donc je vais écrire phi de x, phi de x carré jusqu'à phi de x exposant n. Alors, pourquoi ça va être tout Rn-1 de x? Parce que regardez, cette famille-là, elle possède n-1, n éléments, et elle est à degré étagé. Regardez, pour chaque phi de x exposant P, le degré c'est P-1. Donc ça, c'est une famille de n éléments à degré étagé. Donc c'est une famille à la fois libre et comportant n polynômes à l'intérieur de Rn-1 de x. Mais la dimension de Rn-1 de x, c'est n. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a n polynômes formant une famille libre dans un espace de degré n. Alors, c'est une base, c'est une famille génératrice. Alors, j'écris ça tout de suite. Alors, j'ai donc écrit notre idée là, exprimée à l'instant. L'image de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par les images des x exposant P pour 1 plus petit que P plus petit que n. On a retiré P égale 0 parce que l'image de x exposant 0, c'est 0. Et cette famille, on a dit, c'est une famille de n polynômes de Rn-1 dont les degrés sont étagés comme la dimension de Rn-1 de x. Ça, c'est n. Notre famille, ici, là, la famille des phi de x exposant P, hop, 1 plus petit que P plus petit que n, est une base. Elle est libre et elle a autant d'éléments que le libre parce qu'elle a degré étagé
et autant d'éléments que l'espace dans lequel elle est. Donc c'est une base de R n-1 de x. Et donc l'image de petit phi, c'est tout R n-1 de x, c'est-à-dire que phi est surjective. Alors, on a les deux, phi est linéaire et phi est surjective. Alors, dans la fin de l'exercice, il faut montrer que un certain espace, un sous-espace vectoriel, on voit le E là, est en somme, est isomorphe avec Rn-1. Là, je vous propose de relire le théorème 1 qui précède le théorème du rang. Tout espace supplémentaire au noyau est isomorphe à l'image. Autrement dit, si on montre que notre espace proposé là est isomorphe au noyau, on aura le résultat. Alors, ici, quel est le noyau? Une remarque importante. Quid du noyau? Noyau de phi, point d'interrogation. Eh bien, j'ai 1 qui appartient au noyau de phi. Donc, la droite 1, c'est le polynôme x exposant 0. Donc, r fois x exposant 0, qu'on peut écrire aussi r0 de x, est inclus dans le noyau de f. Or, que nous dit le théorème du rang? La dimension du noyau de petit f, c'est la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire, moi j'écris tout le temps, dimension de l'espace de départ, à savoir Rn de x moins rang de f. Ça c'est n moins le rang, c'est la dimension de l'image, dimension de l'image. Ici, ça fait n plus 1 moins n, donc la dimension de Rn, ça fait n plus 1, et la dimension de l'image, ici, ça fait n. Je rappelle que l'image, c'est tout ça, et sa dimension, c'est n. Donc ça fait 1. Et regardez, voilà une droite vectorielle de dimension 1, donc, incluse dans le noyau, dont on sait par le théorème du rang que la dimension est 1. Donc finalement, le noyau de... Ah, j'ai écrit f au lieu de phi. Je vais changer ça. Enfin, vous avez compris. Hop, l'idée, c'est que le noyau de phi, c'est R0 de x. C'est la seule droite vectorielle qu'on engendrait par. Donc le noyau de phi, c'est R0 de x. Alors, c'est-à-dire les polynômes constants. Les polynômes constants. Alors, pour la fin, donc soit on utilise le théorème 1, soit on met en place directement un isomorphisme, mais vous verrez qu'une méthode ou une autre, ça revient à utiliser ce fameux théorème 1. On va le faire. Alors, j'ai résumé ici ce que l'on sait de phi désormais. L'image de phi, c'est Rn-1 de x, donc phi est surjective. Et son noyau de phi, c'est R0 de x, l'ensemble des polynômes constants. Alors, j'ai constaté aussi en recopiant l'énoncé qu'il manquait un n ici. Attention, E, c'est évidemment l'ensemble des polynômes P appartenant à Rn de x, tel que P de 0 égale 0. Sinon, il ne peut pas être isomorphe à quelque chose de dimension finie, puisque lui serait infini. J'essaierai de corriger ça sur Cahier de prépa au moment où je posterai la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien sûr, je ne sais pas si c'est évident pour vous, c'est les polynômes qui n'ont pas de coefficient constant. Donc c'est l'espace vectoriel engendré par x carré jusqu'à x exposant n. En effet, disons que pour P égale somme pour k égale 0 jusqu'à n des ak x exposant k,
P appartient à E si et seulement si, eh bien on évalue tout ça en 0. Autrement dit, ça c'est si et seulement si A0 égale 0. Et si et seulement si P est une combinaison linéaire des autres. Si et seulement si P est la combinaison linéaire K égale 1 jusqu'à N des AK XK. Alors, ceci nous montre que le noyau de phi c'est vect de x exposant 0, hein. 0 de x, c'est tout ça. Donc, il est à peu près clair du coup que E plus noyau de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par x0 plus l'espace vectoriel engendré par x virgule x carré, etc. jusqu'à x exposant n. Alors, vous voyez que cette somme est directe. Hein, il est clair que l'intersection est réduite à 0. Donc ça, c'est des sommes directes. Hop. Et tout ça, c'est l'espace, la somme directe de ça et de ça. On sait très bien ce que c'est. Hein, c'est Rn de x. Alors, regardez, E est un supplémentaire. E est un supplémentaire du noyau de phi dans Rn de x, l'ensemble de départ. Alors, que dit le cours? Eh bien que E est isomorphe à l'image. Et c'est quoi cette fameuse isomorphisme? Alors, c'est presque phi si on enlève, alors on va appeler, je sais pas, phi tilde, pi, hop. Alors, ici, au lieu de mettre tout Rn de x, je mets que E. Là, au lieu de mettre, voilà, je mets l'image, mais l'image, c'est Rn de x, hein. Pardon, Rn-1 de x. Ici, Rn-1 de x. Ici, je vous le rappelle que c'est l'image. Hein. Normalement, il faut mettre l'image de phi. Là, on met un supplémentaire du noyau. Et là, l'image. Mais l'image de phi, c'est Rn-1 de x. Et qui a P associe phi de P. Alors, est un isomorphisme. Hop. Alors, voilà qui règle le problème. Bon, on pourrait essayer de montrer directement ici qu'en prenant... Vous voyez, regardez, l'idée ici, c'est que au lieu de prendre Rn de x, on prend que l'espace vectoriel engendré par x, etc. Tiens, je vais faire une petite remarque pour terminer, pour montrer que cet isomorphisme en est bien un. Alors, je termine cet exercice 12 avec une remarque sur l'application qu'on vient de construire. L'espace vectoriel E qu'on nous a donné, les polynômes qui ont un coefficient constant égal à 0, est engendré par x, x carré, x exposant n. Donc ça, c'est une base. Ici, ça, c'est une base de... ici, c'est une base de E. Hein, je vous l'écris ici, comme ça. Hop. Ça, c'est une base de grand E. Alors, phi tilde va de E dans Rn-1 de x, et à P, elle associe P rond x plus 1 moins P. Donc, c'est le même procédé que tout à l'heure. Et on a vu que quel que soit P appartenant à 1n, le degré de phi de x exposant P égale P moins 1. Donc, en fait, la famille phi de x, ou phi tilde de x, hein, c'est pareil, phi de x carré jusqu'à phi de x exposant n, et comme ils sont dans E, phi c'est phi tilde. Donc ici je peux mettre des tildes,
si vous voulez. Ça, c'est une base de R numéro n-1 de x. Ceci assure bien que phi tilde est un isomorphisme, ce qui conclut notre exercice. Alors, voilà pour ces exercices de correction. Vous voyez que quand on passe à des fonctions ou des applications linéaires qui ne vont pas de Rn dans Rk, il commence à y avoir un petit peu de travail, il y a des choses intéressantes à faire. Bon, c'est le cas dans les exercices 13 à 17 que l'on verra la semaine prochaine. Bonsoir à tous.